Alors donc d'abord je remercie tout le monde et la gentillesse typiquement... Est-ce que vous m'entendez, non? Oui, très bien. Donc je remercie Madame Catherine Cigogne. J'ai une pensée émue pour Gonzague Saint-Brie que j'ai bien connu et qui était un de mes amis. J'ai souvent les dîners ou déjeuner chez lui à Paris, mais jamais au Clos Lucé, curieusement. Voilà, donc une pensée émue pour lui qui est mort en plus en Normandie, sur les routes de Normandie, où j'ai la chance d'avoir une maison, dans le pays d'Auge. Donc on m'a demandé de venir ici pour vous parler un peu de... On s'est demandé avec Catherine Cigogne quel thème pouvait être intéressant. L'idée c'est de ne pas vous redire ce qu'il y a déjà dans mon livre, mais de vous dire autre chose. Donc, en fait, ce livre, en quelques mots, est un témoignage d'un enfant, même s'il a été écrit il y a un an et demi, témoignage d'un enfant et d'un adolescent sur son grand-père. François Mitterrand disait qu'on est du pays de son enfance. Moi, mon enfance, c'était mon grand-père, beaucoup plus au fond que mes parents ou mes sœurs ou mes cousines. Donc toujours un personnage qui vous marque. Moi, c'était mon grand-père. Donc, ce livre, c'est deux histoires dans ce livre, celle de, enfin, la grande histoire depuis 1940 jusqu'aux années 75, 80, et puis une autre histoire qui est cette histoire d'amour et de piété filiale, non pas d'un fils vers son père, mais d'un petit-fils vers son grand-père. Ce qui est pratiquement la même chose, même s'il y a de légères différences. Donc, dans ce livre, j'essaie de dire par l'émotion beaucoup de choses que je vais essayer de vous dire aujourd'hui, non pas par l'émotion, mais avec un peu plus de réflexion. Alors d'abord, pourquoi ce livre? Je l'ai dit à quelques personnes ici aujourd'hui. J'ai commencé à écrire ce livre le lendemain de l'assassinat du père Hamel. J'ai été bouleversé par la mort barbare de ce prêtre, âgé de plus de 90 ans, et égorgé au pied de son autel, alors qu'il célébrait la messe. Ça m'a bouleversé, et j'ai eu ce jour-là une certitude, c'est que nous étions entrés dans une période d'avant-guerre, et moi qui n'avais pas vraiment l'intention d'écrire, je suis journaliste, j'ai beaucoup de travail, je suis marié, j'ai un fils, je suis très heureux, tout va bien. J'avais aucune intention d'écrire sur mon grand-père en tout cas. Et soudain je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour être utile à mon pays? J'avais déjà fait mon temps sous les drapeaux il y a 30 ans quand j'ai fait mon service militaire, comme chasseur alpin puis comme casque bleu au Liban. Il n'était pas question à 55 ans de se réengager dans l'armée. On ne m'aurait certainement d'ailleurs pas accepté. Donc je me suis dit, ce que je peux faire, c'est raconter la vie de tous ces hommes que j'ai eu la chance de connaître autour de mon grand-père et qui étaient de grands soldats, de grands héros. Ces hommes, qui étaient-ils? C'était le général de Boissieu, qui était le gendre du général de Gaulle, qui était dans la 2e DB. C'était le général Massu, grand ami de mon grand-père. C'était le général Diot, dont vous n'avez certainement pas entendu parler, de même que vous n'avez certainement pas entendu parler de mon grand-père. C'était Pierre Mesmer, qui fut ministre des Armées du général de Gaulle, puis Premier ministre de Georges Pompidou. C'était l'amiral de Gaulle. Voilà qui étaient les hommes que je voyais de temps en temps le week-end, lorsque j'allais passer le week-end chez mes grands-parents, qui avaient une propriété près de Fontainebleau, en région parisienne, donc dans le département de Seine-et-Marne. J'ai été très marqué par les vies admirables de ces hommes, qui étaient tous grands. Alors c'est certainement parce que j'étais petit qu'ils me paraissaient immenses, mais de fait, ils étaient tous grands. Ils étaient chargés de décoration, ils étaient beaux, ils étaient glorieux, et vous savez, les enfants sentent instinctivement ce qui se passe dans la vie des adultes. Ils ne sont pas toujours capables d'exprimer ce qu'ils ressentent, mais ils sentent beaucoup de choses. Et moi, je voyais bien que la déférence que portait n'importe quel homme à ces hommes-là, et notamment à mon grand-père, qui a commandé des centaines de milliers d'hommes lorsqu'il fut commandant en chef des forces de l'OTAN. Donc je voyais bien ce phénomène étrange qui est celui de l'autorité naturelle qu'on peut avoir sur des êtres humains. Et je dois vous dire que Massu, De Gaulle, Boissieu, Crépin, c'était ça. Ça filait doux, comme on disait à l'époque.
mais je pense que ça a beaucoup changé par rapport à notre temps. Voilà, donc le lendemain de l'assassinat du père Hamel, j'ai commencé ce livre qui a été écrit très très vite, en moins de 6 mois. Je pense que j'ai retrouvé à peu près tous les souvenirs que j'avais enfouis, sans doute parce que je n'en ressentais pas la nécessité, enfin je ne ressentais pas la nécessité de les exprimer. Et voilà, donc tout est venu. Donc il y a certainement dans ce livre beaucoup d'imperfections ou de choses à améliorer. Mais en tout cas, il est sincère, il est honnête, et il dit les choses telles que je les ai vues et perçues. Alors ensuite, on peut contester, peut-être que d'un point de vue historique, certaines choses prêtent à discussion ou à débat, mais j'ai essayé d'être très honnête et sincère. Voilà. En quelques mots, je vais vous présenter, comme ça serait trop long, j'ai fait un très court texte pour vous dire qui était mon grand-père, et après on passera sur ce que j'ai vraiment envie de vous dire, parce que c'est plus important encore. Donc, ce grand-père maternel, le père de ma mère, a été ce qu'on appelle un gaulliste des origines, puisqu'il s'est rallié au futur général Leclerc dès le premier jour de ce qu'on a appelé l'épopée de la deuxième DB, c'est-à-dire il s'est rallié à Leclerc en Afrique le 28 août 1940. Et croyez-moi, ils n'étaient pas nombreux à l'époque. Et donc il était le deuxième officier français à se rallier à Leclerc. Il lui a apporté 200 hommes, les 200 hommes de sa compagnie. Il fallait être juste cinglé pour se lancer dans une opération comme celle-là. Il avait juste demandé « Mais combien d'hommes avez-vous avec vous ?» Il lui fut répondu « Nous avons 200 hommes. » « Ah, contre toutes les forces de l'Axe ?»« Oui. » « Bon, je demande 1 heure de réflexion. » Et 1 heure après, il a eu cette phrase qui est restée dans l'histoire de la deuxième DB. Allez dire au colonel Leclerc qu'il avait 200 hommes et qu'il en a désormais 400. Voilà, ce fut le début de la deuxième DB qui est allé, comme vous le savez, qui a battu les hommes de Rommel, l'Africa Corse, dans le désert, pendant les campagnes de Tunisie, de Fezzan, de Tripolitaine, de Tunisie, puis qui a défait une partie de la Wehrmacht et des SS en Normandie. Ils ont débarqué 1 mois après les Américains, mais ils sont allés, ils ont libéré Alençon, ils se sont battus au Mans, ils ont libéré Paris, qui était un acte symbolique très fort, et ils ont libéré Strasbourg, puisque c'était le serment de Koufra. Leclerc, au cours de sa première victoire, à l'issue de sa première victoire, début 41, à Koufra, avait dit à ses hommes « Jurez de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront de nouveau sur la cathédrale de Strasbourg. » Le serment fut tenu, et ils sont ensuite allés jusqu'à Berchtesgaden, où ils ont pris le nid d'aigle de Hitler, qui était en train de mourir dans son bunker de Berlin. Après cela, Leclerc emmena mon grand-père avec lui en Indochine, où mon grand-père fut chargé de monter le corps expéditionnaire, l'artillerie du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient. J'oublie de dire qu'il était artilleur et qu'il commanda l'artillerie de la deuxième DB. Voilà, donc une grande partie des victoires de la deuxième DB sont dues évidemment aux blindés, mais également à l'artillerie. Après l'Indochine, je vais très vite, hein. Après l'Indochine, il est nommé commandant en chef en Algérie, après le général Chal, et De Gaulle le démet assez vite de son commandement parce que mon grand-père mettait très peu d'entrain à appliquer ses directives. Mais curieusement, alors que De Gaulle fut très sévère, pour ne pas dire injuste, avec des hommes tels que le général Massu, il a toujours été humain, ou en tout cas, pardonnant beaucoup de choses à mon grand-père, et je pense qu'il avait une secrète tendresse pour lui. Voyant qu'en Algérie, il n'était pas sur la même ligne, il le démet du commandement en chef et le nomme commandant en chef en Allemagne, les FFA, les forces françaises en Allemagne, comme on disait à l'époque, puis commandant en chef du secteur centre-Europe de l'OTAN, c'est-à-dire tout le secteur Italie, Espagne, Belgique, France, Allemagne, Benelux et autres. Et puis, lorsqu'il sort de l'OTAN, à son initiative, De Gaulle nomme mon grand-père PDG d'une entreprise qui s'appelait à l'époque Nord Aviation, avec la mission de la faire fusionner avec une autre entreprise qui s'appelait Sud Aviation,
et c'est devenu l'aérospatiale, aujourd'hui le groupe Airbus, dont mon grand-père fut le premier PDG. J'oublie de vous dire qu'il est aussi l'homme qui, avec le ministre Pierre Guillaumat, sont considérés comme les deux pères de la bombe atomique française. Voilà. On a tout dit sur mon grand-père, le reste vous le découvrirez dans le livre. En revanche, ce que je voulais vous dire et qui n'est pas dans le livre, et que j'ai éprouvé, ressenti, deviné et théorisé ensuite, en voyant les hommes qui l'entouraient, c'est qu'il me semble que notre pays, on s'interroge beaucoup aujourd'hui sur l'identité de notre pays, notre identité, ce que nous devons faire, comment survivre dans cette mondialisation effrénée, comment rester soi, comment faire en sorte que des petits pays, comme on disait, des pays d'ancien régime, de provinces comme l'Indre ou le Bois-Chaud ou la Brenne, restent eux-mêmes, alors que viennent frapper à nos portes tant d'hommes venus d'autres régions du monde. Je pense qu'il n'est pas inutile de s'interroger sur ce que nous sommes. Et moi, ce que j'ai compris, ou ce que je me suis dit en voyant vivre ces hommes-là, qui étaient des grands héros, c'est que ces hommes, en les observant, j'ai compris qu'ils étaient animés par le sens de l'honneur. Le sens de l'honneur, récemment, le colonel Beltrame l'a magnifiquement illustré par son comportement. Ces hommes étaient donc animés par le sens de l'honneur, et ils étaient animés par autre chose, qui est le souci de l'humilité. Je vais développer ça un petit peu après. Le sens de l'honneur, d'abord. Il me semble que c'est la partie la plus profonde de ce que nous sommes. C'est le sens de l'honneur, il est issu de notre héritage gréco-romain, la partie grecque et romaine de nous-mêmes, celle qui a fait que les Romains nous ont colonisés et que nous sommes devenus les Gallo-Romains, puis les Français, les Francs. Ce sens de l'honneur, pendant très longtemps, jusqu'à la fin du XIXe siècle, il était plus important que tout, il était plus important que la vie. Relisez Corneille ou Racine, on mourrait à l'époque pour défendre son honneur. Relisez Cyrano de Bergerac, et l'honneur est un moteur absolu. Alors, si je suis nostalgique de l'honneur, ça ne veut pas dire que je souhaite qu'on en revienne à l'époque des duels, entendons-nous bien. Et cela tombe bien, je pense que ce souci de l'honneur, il a été adouci par une autre partie de nous-mêmes, une autre composante de notre héritage, qui est le souci de l'humilité, qui est, à mon sens, la part judéo-chrétienne de notre héritage. C'est parce que la France se convertit au catholicisme, au christianisme et au catholicisme, disons les choses, que ces guerriers, ces barbares qui ne pensaient qu'à conserver et maintenir intact leur honneur, s'adoucissent. Un guerrier qui n'aurait que le sens de l'honneur ne serait pas loin d'être une brute épaisse, prêt à tuer quiconque lui marcherait sur les pieds parce qu'on lui a manqué d'honneur ce faisant. Grâce au souci de l'humilité, grâce à cette composante judéo-chrétienne de notre héritage, un guerrier devient un chevalier, devient le chevalier Bayard, qui a le souci de la veuve et de l'orphelin. Et il me semble que ces deux composantes, l'honneur et l'humilité, sont en réalité nos deux jambes, les deux piliers sur lesquels a été construit notre pays. C'est lorsque la France marche sur ces deux jambes que sont l'honneur et l'humilité qu'elle est grande, qu'elle est raisonnable, qu'elle est généreuse, qu'elle est forte. Et je dirais que, en ce moment, il me semble que le balancier est allé trop loin. Il me semble que l'humilité a pris le pas sur l'honneur. Et c'est une des raisons pour lesquelles, à mon avis, notre époque est déséquilibrée.
L'humilité, c'est ce que j'appellerais la repentance perpétuelle qui fait que nous avons presque honte d'être ce que nous sommes. Or, nous n'avons aucune raison d'avoir honte de nous-mêmes. Nous avons, au contraire, je pense, toutes les raisons d'être fiers de ce que nous sommes, de notre civilisation, de nos grands hommes. Et le livre que j'ai écrit est un livre pour raconter la vie de grands hommes que j'ai eu la chance de connaître. Voilà. Les grands hommes, il y en a eu de tous les temps en France, et il y en a encore aujourd'hui. Conféré le colonel Beltrame, conféré tant de médecins, tant d'hommes qui se dévouent pour les autres ou pour l'idée qu'ils se font de notre pays. Donc voilà, c'est ces deux choses sur lesquelles je voulais vous faire réfléchir, l'honneur et l'humilité, qui sont, à mon avis, ce que nous sommes. Pour résumer, je dirais que l'honneur, c'est ce qui nous élève vers le haut, c'est la partie de nous-mêmes qui aspire à quelque chose de supérieur. La verticalité, le président Macron parle beaucoup de verticalité, en réalité c'est l'autorité, et donc c'est ce qui nous grandit. Et l'humilité, pour moi, est quelque chose de plus horizontal, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble, entre nous, de nous réconcilier, c'est le savoir-vivre ensemble. Et les deux vont ensemble, la verticalité et l'horizontalité. Là, je ne vous cache pas qu'il y a un signe qui me convient très bien, qui est le point d'équilibre, il est au milieu de cette verticale et de cette horizontale, de cette abscisse et de cette ordonnée. Voilà. Alors, ceci étant dit, je ne pense pas que notre époque soit perdue. Moi, au contraire, j'ai beaucoup d'amis très pessimistes sur l'avenir de notre pays. Moi, au contraire, je pense que avec de tels héritages, l'honneur et l'humilité, je pense au contraire que nous sommes bien armés pour la suite. C'est la rencontre avec l'histoire qui a changé les hommes que je décris dans ce livre, qui a changé le destin de ces hommes-là. Au fond, si on y réfléchit, les soldats du Premier Empire sont les mêmes que ceux du premier gaullisme. Le premier gaullisme, c'est celui de 40 à 45, hein, je n'ai à part l'Algérie et l'Indochine. C'est parce que des circonstances exceptionnelles arrivent et soufflent sur le pays, c'est parce que le vent de l'histoire se lève et souffle, que certains hommes qui n'étaient pas destinés à ça apparaissent. Je suis absolument persuadé que si les circonstances historiques s'accélèrent, nous verrons surgir des profondeurs de notre pays, des hommes et des femmes qui nous montreront le chemin et qui ne sont absolument pas le personnel politique habituel. Voilà. Ça, c'est une conviction profonde que je vous livre. Je n'ai rien pour vous le démontrer, mais c'est une certitude absolue. Voilà. Et d'ailleurs, si au fond de nous-mêmes réfléchissons, si on ne pensait pas à ça, ça ne servirait à rien de continuer à élever nos enfants dans le goût du bien, dans le désir de bien faire les choses. C'est parce que nous pensons que tout cela continuera et qu'il faut que ça continue parce que notre civilisation est une belle civilisation, harmonieuse, généreuse, droite, noble, que nous faisons tout ça. Sinon, c'est plus la peine de se donner du mal et on laisse faire tout et tout, tout part en couille. Ce que nous ne souhaitons pas. Voilà. Il y a un autre aspect dans ce livre qui est, à mon avis, très important. J'ai essayé d'écrire quelque chose qui soit une mémoire réconciliée de notre pays et de l'armée française. Nous savons tous que entre 40 et 45, la France s'est déchirée en deux camps, et nous savons tous qu'elle s'est déchirée de nouveau à partir de 1961, c'est-à-dire à la fin, dans la dernière année de la guerre d'Algérie. Voilà. Je pense et j'espère que ce livre respecte les deux mémoires. J'ai vu, comme je vous le disais au début, vivre autour de mon grand-père beaucoup de ces grands officiers gaullistes de la Seconde Guerre mondiale. Il se trouve que j'ai également très bien connu d'autres grands officiers qui étaient en 60 et 61 du bord opposé, c'est-à-dire Élie de Saint-Marc, que j'ai bien connu. Il y a beaucoup question de lui dans ce livre. Le capitaine Pierre Sergent, qui a été condamné à mort par le général de Gaulle, ou le colonel Roger Trinquier, qui était également membre de l'OAS. Voilà. Ces deux mémoires, elles doivent se réconcilier.
peut-être que la génération qui me suivra bouclera la boucle et réconciliera ces deux camps, parce qu'en réalité c'est la même France. Et c'est ce que j'ai voulu dire dans ce livre. Et rien ne me fait plus plaisir que quand des amis de mes parents disent à maman, souvent des familles dont la mémoire était pro-Algérie française, lui disent « Le livre de ton fils ne nous a pas offensés, c'est le même goût de la France que nous ressentons, et même si les choix de ton père n'ont pas été ceux de nos pères, c'est la même France. » Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je vous invite à lire ce livre si vous êtes intéressé par notre histoire, par notre histoire récente. Et voilà. J'ai voulu aborder ça de moi-même parce que je suis sûr qu'il y aurait des questions là-dessus. Donc peut-être qu'il n'y en aura pas du coup là-dessus. Je ne sais pas, est-ce qu'on est encore... oui, j'ai encore du temps ou... Vous me dites, oui. L'humilité, je voudrais revenir là-dessus. Ces hommes dont je vous ai parlé, en réalité, vous ne les connaissez pas, vous ne connaissez même pas leur nom. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient humbles. Ils avaient dans la vie courante un comportement de... Enfin, en tout cas, moi, jeune enfant, jeune garçon, c'est ce qui me frappait. Ils avaient un comportement de chevalier. Je vais vous donner quelques exemples. D'abord, je vais vous lire le testament du meilleur ami de mon grand-père qui a fait toute la guerre avec lui et qui va illustrer ce que je veux vous dire. Cet homme qui s'appelait Louis Diot, qui était général d'armée, son testament tient en 3 phrases que je vous lis. Pour mes obsèques, je ne veux ni honneur militaire, ni fleurs, ni couronne, ni discours, ni drapeau d'ancien combattant. Le prêtre réquisitionné ne devra pas prononcer une seule parole en dehors des paroles rituelles. Je ne veux aucune plaque commémorative, on manque déjà de place. Je tiens essentiellement à être mis en terre comme un anonyme, ce que je n'ai jamais cessé d'être au fond de mon cœur pendant toute ma vie. C'est très important, ça veut dire que l'humilité, et on revient à ces deux jambes, à ces deux piliers sur lesquels nous reposons et sur lesquels repose à mon avis notre pays. L'humilité est ce qui doit nous inspirer. Si nous sommes inspirés par l'humilité, si nous n'oublions jamais qui nous sommes, au fond, on ne peut pas faire beaucoup d'erreurs. C'est l'orgueil qui est un péché, comme vous le savez, qui nous fait commettre des erreurs. Je vais vous donner une autre anecdote pour vous illustrer ce qu'est l'humilité à mon sens. En 1952, la 4e République décide d'élever à la distinction de maréchal de France le général Delattre, le général Leclerc à titre posthume, ainsi que les généraux Juin et Koenig. Un émissaire est envoyé chez le général Delattre, qui était sur son lit de mort, et cet émissaire arrive en courant « Monsieur le maréchal, et Delattre aurait répondu, paraît-il, « Enfin !» Donc il était fait maréchal, et il est mort le lendemain matin, sachant qu'il était maréchal de France, ce qui ressemblait beaucoup à Delattre. Chez les Leclerc, chez les Haute-Cloque, ça s'est passé tout différemment, et même les petits-enfants ne le savent pas. Je connais plusieurs des petits-fils ou petites-filles du général Leclerc, et je leur ai expliqué ce que je tenais de la maréchale Leclerc, donc l'épouse du général Leclerc. Lorsque l'émissaire arrive chez sa veuve, on lui dit la même chose. Et sa veuve répond la chose suivante, après avoir réfléchi quelques instants. « Écoutez, monsieur, d'abord je suis très flatté que la 4e République ait décidé d'élever mon mari, défunt, au maréchalat. Mais je souhaite vous dire une chose, qui est la suivante. Mon mari a été aimé de ces hommes sous le nom de général Leclerc. Mon mari a été connu des Français sous le nom de général Leclerc.
Je souhaite donc qu'il reste dans la mémoire des Français sous le nom de Général Leclerc, virgule, maréchal de France. Et c'est la raison pour laquelle dans presque tous les villages de France, vous avez une rue du Général Leclerc, alors que quand il y a une voie, une rue ou une avenue ou un boulevard au nom de Delattre ou Juin ou Koenig, ils sont maréchaux. Par ce simple exemple, j'ai essayé de vous montrer ce qu'est l'humilité. Et l'humilité, c'est savoir rester à sa place, même quand elle est la plus grande. Quand on a connu des hommes comme ça, on ne peut pas penser une seconde que notre pays s'effondrera un jour. Voilà, donc c'était un peu le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Évidemment, si vous avez des questions, je réponds à toutes les questions, évidemment. C'est très chaud. Bon. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Je me lance. Oui. Le livre, plutôt qu'une question, c'est plus un sujet de réflexion. Vous valorisez donc énormément l'honneur et l'humilité, mais est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas des valeurs qui ont complètement disparu? Comme l'évoque un peu le titre du livre, la nostalgie de l'honneur. Et je dis cela du fait que, aujourd'hui, toutes nos élites ne vont plus du tout vers l'armée, mais vont vers le commerce. On est à l'ère du commerce en roi, d'une part. D'autre part, la guerre est devenue essentiellement une question technologique plutôt que de bravoure ou de courage personnel. Et troisième élément, la société française aujourd'hui ne valorise plus du tout son armée, qu'on voit à travers les budgets de l'armée. Ils sont toujours le parent pauvre. Et quand il y a coupé un budget et qu'il faut un peu d'argent, on coupe le budget de l'armée. Donc, est-ce que tu penses que demain, il peut y avoir une renaissance de ces valeurs qui correspondent à une civilisation qui est en train de disparaître et que globalement on s'américanise après 68, les 68 sont devenus des adeptes du modèle économique californien où la valeur nationale, l'esprit national a complètement disparu. Alors, il y a beaucoup de questions dans cette question. Je vais essayer de les serrer et d'y répondre l'une après l'autre. Oui, il est évident que le modèle économique, philosophique, le modèle de pensée, le modèle de conviction a beaucoup changé à cause ou en raison de mai 68 évidemment, mais également l'ouverture des frontières, la mondialisation, les flux économiques innombrables. Autrefois on commerçait entre 2 ou 3 pays, aujourd'hui on commerce avec tout le monde, dans le monde entier. Donc tout ça a effectivement profondément modifié la donne. Et je crois, c'était la deuxième question, que l'honneur ne se trouve pas seulement, évidemment, chez les soldats. Il y a un honneur chez les médecins, il y a un honneur chez les infirmières, il y a un honneur chez les instituteurs, il y a même un sens de l'honneur chez les voyous. Le code de l'honneur chez les voyous est extrêmement puissant. Un voyou qui viendrait à dénoncer un autre voyou serait immédiatement exécuté par ses collègues ou ses acolytes, parce qu'il aurait manqué au sens de l'honneur. Il y a un sens de l'honneur extrêmement puissant dans les vieilles familles de paysans corses, par exemple. Et il suffit qu'on traite mal une femme d'un clan corse, l'autre clan se venge immédiatement. Donc le sens de l'honneur
qui caractérise les vieilles sociétés est quelque chose de constitutif de nous-mêmes. C'est ce que je disais tout à l'heure sur notre héritage gréco-romain. Donc il y a un sens de l'honneur un peu partout. Il n'est pas réservé aux soldats ou aux officiers. Hein. Ne vous méprenez pas sur ce que j'ai pu dire au début. Effectivement, j'atténue mon propos s'il a été compris en ce sens. Et la troisième chose, et c'est la réponse à la troisième question, en réalité, regardez ce qui s'est passé il y a 1 mois et demi de ça, quand le colonel Beltrame a donné sa vie pour sauver cette dame qui était caissière dans le Super U de Trèbes, ou Trèves. Regardez ce qui s'est passé en France. Cet événement a entraîné, comment dire, un effet de sidération dans tout le pays. Comment des hommes sont encore capables de donner leur vie pour d'autres, gratuitement, comme ça, simplement par courage et par conviction, et parce qu'on a le sens de l'honneur. Donc, je pense que, quels que soient les flux économiques, les activités industrielles, de services ou autres, quelle que soit la mondialisation, cette partie-là de l'homme qui est en nous ne disparaîtra jamais. Et c'est ce que je disais au début de mon intervention, si les circonstances historiques s'accélèrent, et on a tous au fond de nous de sombres pressentiments en ce moment, hein, le terrorisme revient dans notre pays, sur notre sol, il n'avait pas frappé depuis la guerre d'Algérie, on sent tous qu'on est un moment compliqué de notre histoire, où beaucoup de choses peuvent basculer dans un sens ou dans l'autre. Parce que ce sens de l'honneur est éternel en l'homme, je suis persuadé qu'il reviendra chez nous si on en a besoin. En ce moment, nous n'avons pas tant besoin que ça, puisque tout est facile. Si les choses deviennent difficiles, j'espère, je crois, je suis persuadé, et je voudrais vous en convaincre que ce sens de l'honneur refleurira. Et voilà, et je vais vous donner une anecdote que j'ai racontée à un de mes amis qui est dans la salle. Il y a 3 ou 4 mois, enfin il y a 5 ou 6 mois déjà, le 28 novembre 2017, il y a eu la messe anniversaire pour la mort du général Leclerc qui est mort, souvenez-vous-en, en novembre 47. Cette messe a eu lieu dans la cathédrale Saint-Louis des Invalides, donc aux Invalides, qui est, comme vous le savez, l'hôpital réservé pour les grands blessés de nos guerres. Avant la cérémonie religieuse, il y a eu une très courte cérémonie militaire dans le caveau des gouverneurs, où se trouvent les restes, où se trouve la sépulture du général Leclerc qui est mort dans un accident d'avion. Et une douzaine de personnes seulement pouvaient descendre dans ce tout petit caveau. La cérémonie militaire a lieu, ça dure 5 à 10 minutes. Mon fils de 10 ans était à côté de moi, je le tenais par la main. Et lorsque le clairon a sonné aux morts, j'ai senti qu'il tremblait. Alors, fin novembre, il faisait très froid. Je me suis dit, bon, il tremble de froid. Et en fait, non, il tremblait d'émotion. Parce qu'en remontant dans la cathédrale, il m'a dit la chose suivante. Et c'est pour ça que je vous dis que le sens de l'honneur n'est pas mort. Il m'a dit la chose suivante. Papa, jusque-là, mon héros préféré, c'était Napoléon. Maintenant, c'est le général Leclerc. Et bien voilà, ça y est, c'est transmis. J'ai réussi les 10 premières années de son éducation, il me reste à réussir les 10 années suivantes, mais j'ai transmis le flambeau, comme mon grand-père me l'a transmis. Et voilà. Et ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire, c'est de transmettre ce flambeau à nos enfants, à nos petits-enfants. Et c'est pour ça que le rôle des grands-parents est absolument fondamental aujourd'hui. On dit et on fait passer beaucoup plus de choses entre grands-parents et petits-enfants, à mon sens, qu'entre parents et enfants, parce que les parents et les enfants sont souvent dans un rapport d'autorité, alors que le rapport avec les grands-parents est dans un rapport de tolérance et d'amour absolu. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Avez-vous d'autres questions ? Pensez-vous que humilité et pouvoir soient deux notions compatibles? Ah, c'est une bonne question. Une question difficile. Alors, je vais
parler de nouveau de choses que je connais. C'est ma grand-mère qui connaissait bien la générale de Gaulle, que tous les Français appelaient Tante Yvonne, parce qu'elle était au fond un peu de la famille, de toutes les familles de tous les Français, faisait ses courses avec la générale régulièrement, peut-être pas toutes les semaines, mais au moins une fois par mois. Et au moment de passer à la caisse, la dame à la caisse disait toujours, se tournant vers Tante Yvonne, Madame la Générale, évidemment, je mets tout ça sur le compte de l'Élysée. Et la Générale de Gaulle répondait toujours, il n'en est pas question, vous mettez ça sur mon compte personnel. Je reçois mes petits-enfants ce week-end à déjeuner à l'Élysée. C'est moi qui paye. Voilà. Donc oui, je pense que l'humilité et la vertu sont encore possibles avec le pouvoir. Simplement, on a oublié beaucoup de choses. On oublie que le pouvoir crée autant de devoirs, crée même davantage de devoirs qu'il ne donne de droits, à mon sens. Et c'est une vieille règle oubliée. Je ne sais pas comment se comportera le président Macron, mais on sent déjà quelque chose de nouveau par rapport au comportement de ses prédécesseurs. Je ne veux pas faire de politique, hein, mais oui, il y a une tension obligatoire entre le pouvoir et l'humilité. Mais c'est ce qui donne du prix à l'humilité. Voilà, je pense que dans notre histoire, c'est parce qu'on reste humble qu'on a à peu près la garantie de ne pas se tromper. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Moyennement, oui. Mais là, vous allez me faire entrer dans la politique. Et puis, voyez. Je suis désolée, mais la prochaine conférence est à 17h. Donc déjà, notre cher ami a beaucoup trop parlé de retard. Mais nous lui pardonnons parce que nous l'apprécions. Et donc, vous savez que 5 minutes avant une conférence, il y a le petit clip en l'honneur de Gonzague. Oui. Donc là, nous sommes 5 minutes avant. Donc ceux qui veulent me voir peuvent rester, et même rester à la conférence suivante, ou pas, ou aller voir notre ami à son stand. Voilà. Merci. Merci à tous, et merci pour votre bonne humeur et vos sourires sur vos lèvres.